Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des ions. Donc, qu'est-ce que c'est un ion? Si on a un atome ou une molécule neutre, par définition, à l'intérieur de cet atome neutre ou de cette molécule neutre, on a le même nombre de protons que d'électrons. Donc, la charge globale, les électrons, c'est les charges négatives, les protons, les charges positives, fait qu'on a une globalité de charge qui va être neutre, puisqu'on a autant de protons que d'électrons. Maintenant, on peut obtenir des atomes et des molécules chargées, qu'on va voir, qu'on appelle ions. Ces ions, pour les charger, on va pouvoir au final moduler, on aurait 2 manières de le voir, soit on module le nombre de protons en enlevant ou en ajoutant des protons, mais dans les faits, c'est trop compliqué à faire puisque ces protons, sont au centre, du noyau atomique et puis on ne va pas pouvoir ajouter des protons ou enlever des protons de cet endroit-là. Par contre, les électrons qui tournent autour de ce noyau atomique et qui sont chargés, eux, négativement, sont largement plus faciles à enlever ou à ajouter. Les électrons les plus faciles à enlever ou à ajouter se situent sur la couche de valence, qui est la couche la plus à l'extérieur de l'atome. Donc c'est sur cette couche de valence, en général, qu'on va venir ajouter ou retirer des électrons, à savoir des charges négatives. Donc par perte ou gain d'électrons de valence, on peut obtenir ces fameux atomes ou molécules chargées. Ça, c'est ce qu'on va appeler un ion. Donc par définition, on va pouvoir dire que le ion, il a un nombre différent de protons et d'électrons. S'il avait le même nombre, on aurait une espèce qui serait neutre. Le nombre de protons par rapport à ce qu'on avait au départ, l'atome ou la molécule de départ n'a pas changé. Par contre, on a varié le nombre d'électrons, il y a plus ou moins d'électrons. De manière générale, on peut dire qu'il y a deux sortes d'ions. Il y a les cations et les anions. Le cation, il est chargé positivement. Là, il y a un moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Le cation, il faut se dire que le T, au final, c'est un plus. Et puis les anions qui sont chargés négativement. Le cation, il est formé par la perte d'électrons de valence. Si j'ai un certain nombre de protons, un certain nombre d'électrons, donc si j'ai mes protons, j'ai 3 protons et on avait 3 électrons qui tournent autour. Ici, ma globalité de charge, elle est de 0. Maintenant, si par hasard, j'ai perdu un électron de valence, cet électron de valence a disparu. Ça veut dire que maintenant, j'ai en tout 2 électrons. Donc on a 3 charges positives, 2 charges négatives, ce qui occasionne qu'on a un bilan de charge au final, à la fin, de 1+. Donc notre cation, qui est chargé positivement de 1+, il a 3 protons et 2 électrons, donc à savoir 1 électron de moins que ses protons. Si au contraire, on avait fait l'inverse, on avait ajouté des électrons, donc ici je me retrouve à ce que j'avais au départ, si par hasard on avait ajouté 2 électrons, à ce moment-là j'aurais 5 électrons en tout, et mon bilan de charge serait de -2. Et à ce moment-là, on aurait un cation chargé négativement à -2. Donc, dans le cas d'un cation, on peut dire que son nombre de protons est supérieur à son nombre d'électrons
Et puis dans le cas d'un anion, le nombre de protons est inférieur au nombre d'électrons. Ce qui est important, je le répète, mais ce nombre de protons ici ne va jamais varier. On l'a au niveau du noyau, donc ça, c'est fixe. Maintenant, pour avoir la charge de l'ion, ça correspond au nombre de protons moins le nombre d'électrons. Si je prends le modèle d'en haut, des électrons, on en a 5. Des protons, on en a 3. Et puis, on a que 3 moins 5 me donne une charge. Et la charge qu'on a pour cet ion ici, elle va être de -2. Puis ce -2, ben, correspond au final bien à la charge du modèle qu'on a vu en haut. Si je prends un exemple avec le soufre. Le soufre, il a 16 protons et 16 électrons si on a un atome de soufre neutre. Si je veux créer du sulfure S2-, à ce moment-là, si j'ai une charge de 2-, ça veut dire qu'on a toujours le même nombre de protons, j'ai toujours 16 protons, mais je dois avoir un bilan de charge de -2. Pour avoir -2, j'ai toujours mes 16 protons, mais pour arriver à 2 charges de bilan négatif, on doit avoir 18 électrons. Donc le sulfure a été créé par le gain de 2 électrons de valence, puisqu'on est passé de 16 électrons à 18 électrons de valence. Si j'avais 3 hydrogènes et un atome d'oxygène, en tout l'atome d'oxygène a 8 protons et chacun des atomes d'hydrogène a 1 proton, donc on arrive à 11 protons en tout. On est neutre, donc on a 11 électrons. Si je veux former l'ion hydronium, donc cette fois 3 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène avec une charge totale de 1+, j'ai toujours 11 protons, mais cette fois pour avoir ce bilan de 1+, on n'a plus que 10 électrons et on va avoir que l'ion hydronium H3O+, est formé par la perte d'un électron de valence. Donc ça, c'est important de noter que maintenant, à chaque fois, on crée des ions. Ces ions ont plus rien à voir avec l'atome dont ils sont issus. Si je prends l'exemple du sodium, Na, le sodium, c'est un métal qui est très réactif au contact de l'eau, que je vais pouvoir couper avec un couteau suisse, qui est aussi réactif avec l'air. Donc c'est un truc que j'aurais pas du tout envie de consommer. Si vous avez regardé des vidéos sur Internet, le sodium, c'est un métal qui est explosif au contact de l'eau. Par contre, on en consomme tous les jours dans notre alimentation, puisqu'on consomme dans notre alimentation du sel de cuisine. Et le sel de cuisine, c'est principalement du chlorure de sodium. Et dans ce chlorure de sodium, il y a des Na+ et des Cl-. Et ce Na+ n'a plus rien à voir avec les propriétés explosives de l'atome au final de sodium sous forme métallique avec son 1 électron de valence. Quand il est sous forme Na+, où il a perdu sa dernière couche électronique, il est largement moins réactif et puis on n'a pas quelque chose qui est dangereux pour notre santé. Maintenant, si on regarde la composition subatomique des ions, donc vous pouvez prendre l'exercice 11 qui apparaît ici. Donc là, vous pouvez compléter cet exercice où on vous demande de trouver le numéro atomique, la charge, le nombre de protons et le nombre d'électrons. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause.
Maintenant, on reprend et il y a le corrigé de l'exercice qui va apparaître. Je vous laisse faire l'exercice 12 et mettre la vidéo sur pause. Maintenant, si on regarde l'exercice 12, on nous dit que l'atome, il a 60 neutrons. On nous parle d'un élément. Si on va regarder l'élément, on nous dit qu'il a 45 protons, cet élément sur le tableau périodique. On nous dit que cet élément inconnu a 2 protons de plus que l'élément 45, donc ça veut dire qu'il a 47 protons. Ça veut dire qu'on a un numéro atomique de 47. Si j'ai un numéro atomique de 47, ça m'indique que c'est de l'argent. Puisque j'ai le 47 protons, 60 neutrons, je peux trouver le 107 qui est le nombre de masse. S'il était neutre, il aurait 47 électrons. On me dit qu'il a 2 électrons de moins que ses protons, donc il a 45 électrons, 47 charges positives, 45 charges négatives, donc on a de l'argent qui a une charge de 2+. Maintenant, on va voir les cations et les anions monoatomiques sur le modèle en couche. Donc, si vous reprenez la procédure pour dessiner un atome sur la vidéo précédente avec les protons et les neutrons au centre et puis ensuite le modèle en couche, il y avait une dernière étape qui était faisable, l'étape 5, qui disait que euh, pour chaque charge positive, on venait enlever un électron sur la couche de valence et pour chaque charge négative, on venait ajouter un électron sur la couche de valence. Donc, ces ions, puisqu'ils sont monoatomiques, ils sont constitués d'un unique atome chargé. Et puis, dans le tableau périodique, on a une indication sur les ions que chaque atome pourrait former. Donc ça, c'est le nombre d'oxydation. Le nombre d'oxydation, on le voit apparaître ici sur le côté. Donc pour le sodium, il est de 1. Pour l'oxygène, il est principalement de -2. Le moins en parenthèse, on ne tient pas compte. Et pour le fer, 2 et 3. On précise pour le fer avec le 3 en gras ou le 1 pour le sodium ou le -2 pour l'oxygène que c'est le degré d'oxydation le plus courant dans la nature. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est le plus stable, mais que c'est le plus courant. Donc ça veut dire que le sodium, s'il a moyen de faire quelque chose, lui, il a envie de perdre un électron pour former du Na+. Donc le nombre d'oxydation me donne la charge que des ions qui vont être formés par l'élément. L'oxygène, lui, il a envie de gagner 2 électrons et devenir 2-. Et le fer, au final, lui, il pourrait perdre 2 ou 3 électrons pour donner du fer 2+ ou du fer 3+. Si j'ai pas les degrés d'oxydation sur le tableau périodique, ça veut dire que ces degrés d'oxydation n'existent pas. Le seul degré d'oxydation qui est jamais précisé sur le tableau périodique, mais qui existe pour tous les éléments, c'est le degré 0, puisque chacun, au final, des éléments peuvent être dans leur état naturel. Et dans leur état naturel, ben, ils ont une charge de 0 avec autant de protons que d'électrons. Si je prends les cations monoatomiques, généralement, ils sont issus des métaux et puis ils sont formés par la perte d'électrons de valence. Si je prends le sodium, ici du sodium 23, je vais avoir 12 neutrons et 11 protons. Si on regarde où est le sodium, il est sur la 3e ligne du tableau périodique, sur la première colonne, donc ça veut dire qu'il a 3 couches électroniques et un électron sur la couche de valence. Je remplis mes couches électroniques depuis le bas. 2, je sais qu'il a 1 sur la 3e couche électronique, donc ça me complète une 2e couche à 8 électrons. Il peut former l'ion sodium Na+, en perdant un électron de valence. Donc il va venir perdre au final ici cet électron qu'on a en haut. Il perd cet électron de valence et puis il va former l'ion sodium Na+. Les anions monoatomiques sont, eux, en général constitués de non-métaux et puis ils vont être formés par le gain d'électrons de valence. Si je prends le chlore, on va prendre du chlore 35, donc j'ai 18 neutrons
17 protons. Il est sur la troisième couche du tableau périodique et sur la 7e colonne. Donc il y a aussi 3 couches électroniques, mais par contre il a 7 électrons sur la couche de valence. Si on regarde le tableau périodique, on dit que lui, il pourrait former du chlorure, Cl-. Ça c'est précisé le -1 sur le tableau périodique dans le nombre d'oxydations pour le chlore, et ça veut dire qu'il aurait accepté un électron. Cet électron, par exemple, pourrait provenir ici du sodium. Donc, on a vu juste avant, le sodium, lui, il veut se débarrasser d'un électron pour former du Na+. Ben, cet électron qui est cédé par le sodium, il pourrait tout à fait être récupéré par le chlore, et en général, c'est ce qui va se passer. Donc, quand un métal perd des électrons pour devenir un cation, à ce moment-là, un non-métal va accepter les électrons pour devenir un anion. Cette fois, on va avoir un électron supplémentaire sur la couche de valence et on aura formé l'ion chlorure Cl-. Je vous laisse faire l'exercice 13 et mettre la vidéo sur pause. Voilà, là on peut reprendre. Voici la réponse pour le bore 3 plus 10, le chlore 7 plus 35, l'antimoine 3 moins 122, maintenant, on peut se dire que sur le tableau périodique, de nombreux atomes ont cherché à gagner ou perdre des électrons de manière à avoir 8 électrons à leur fin sur leur couche de valence, et ainsi pouvoir ressembler à un atome de gaz rare qui correspond à cette 8e colonne sur le tableau périodique, qui est une colonne qui est extrêmement stable. C'est les VIP des éléments chimiques, ces gaz rares, et tout le monde veut leur ressembler. Donc ici, ils sont là, c'est cette dernière colonne, colonne numéro 8, hélium, néon, argon, krypton, xénon. Eux, ils ont un arrangement électronique qui est très stable, avec tous 8 électrons sur leur couche de valence, avec une exception pour l'hélium qui a 2 électrons sur sa couche de valence. Maintenant, si on prend un atome en particulier, ici je pourrais prendre le lithium. Le lithium, il peut ressembler à 2 gaz rares. Soit il ressemble à l'hélium. Pour ressembler à l'hélium, il vient perdre un électron de valence, soit il trouve un moyen de gagner 7 électrons de valence. Donc soit il gagne 7 électrons, soit il vient perdre un électron. Résultat, le plus simple pour le lithium, ça va être de perdre un électron de valence. Donc le lithium va vouloir former du Li+. Si on regarde la case, toutes les cases, les seuls numéros qu'on a ici pour le lithium, le sodium, le potassium et le rubidium, à chaque fois, au final, on n'a qu'un nombre d'oxydation, c'est le 1. Si je regarde la deuxième colonne, à ce moment-là, les éléments, soit ils ont la possibilité de perdre 2 électrons de valence ou d'en gagner 6. Généralement, pour eux, ben, ça va être plus simple d'en perdre 2 que d'en gagner 6. Donc eux, ils vont tous avoir au final une charge de 2+. On continue pour la colonne numéro 3. La colonne numéro 3, ils peuvent soit perdre 3 électrons de valence ou soit en gagner 5. De nouveau, le plus simple pour eux, c'est de perdre 3 électrons plutôt que d'en gagner 5. Donc, ils vont former bore 3+, Al 3+, gallium 3+, ou indium 3+. Pour la 4e colonne, on ne peut pas dire grand-chose, puisqu'au final, en gagner 4
ou on perd 4, ça revient plus ou moins au même en termes de travail. Par contre, ça commence à changer la donne pour la 5e colonne, puisque là, ça va être plus facile de gagner 3 électrons que de perdre, de gagner, oui, de gagner 3 électrons plutôt que d'en perdre 5. Donc eux, on va former de l'azote 3-, du phosphore 3-. Je continue la stratégie. La 6e colonne, on va avoir une charge de 2-, et la 7e colonne, une charge de 1-. Si on regarde ce qu'on a obtenu, de manière générale, tous ceux qui sont en rose, les métaux, vont former des cations avec des charges positives, donc ils vont avoir tendance à perdre des électrons, tandis que les non-métaux, en bleu clair sur le tableau périodique, vont avoir tendance à gagner des électrons pour former des anions. Voilà, maintenant, on pourrait se poser la question, au final, pour ces différents atomes, quel est l'ion qu'ils ont envie de former, qui va être l'ion le plus stable possible? Je vous laisse mettre la vidéo sur pause, réfléchir un petit moment à ça, et puis maintenant, ben, il y a les réponses qui s'affichent. Donc le zirconium, il a envie de perdre 4 électrons pour former du zirconium 4+, c'est le tableau périodique qui me le dit. Le lithium, il a envie de perdre un électron pour former du Li+. Le phosphore, lui, a préféré gagner 3 électrons pour donner du phosphore 3-. Le sélénium, gagner 2 électrons pour donner du sélénium 2-, qu'on appelle la sélénure. Le gallium va avoir tendance à perdre 3 électrons pour donner du gallium 3+. Le radium va avoir tendance à perdre 2 électrons pour donner du radium 2+. Le cobalt va avoir tendance à perdre 2 électrons pour former du cobalt 2+, qui est l'élément, enfin le degré d'oxydation en gras sur le tableau périodique, ou de perdre 3 électrons et de former le cobalt 3+. J'ai dit une connerie juste avant, qui va être au final le cation le plus stable, et puis c'est justement celui-là qui est en gras sur le tableau périodique, c'est le cobalt 3+. Le brome, quant à lui, va vouloir gagner un électron pour ressembler au final à un gaz rare, et puis à ce moment, ce sera du Br-, et le xénon ne cherche à perdre ou gagner aucun électron de valence, puisqu'il a déjà 8 électrons de valence. Voilà, c'est fini pour cette vidéo.